Donc, nous allons écouter Marc Masson. On vous l'a déjà présenté. Brièvement, je refais une petite bio. Psychiatre, coordinateur médical de la clinique du Château de Garches et spécialiste des troubles bipolaires. C'est probablement là-dessus qu'il faut s'arrêter. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages et le rédacteur en chef de la revue L'Encéphale. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Masson. Merci beaucoup. Effectivement, on m'a demandé de vous parler, c'est un plaisir pour moi, de l'association entre les troubles bipolaires et les addictions. Alors le sous-titre fait peut-être un peu peur, la double peine, mais on va s'en expliquer. Bon, ça c'est mes conflits d'intérêts. Je voulais bien sûr à mon tour remercier la direction de la clinique du Dauphiné que je n'avais vu pour ma part de Paris que sur plan et sur photographie. Mais je crois que la réalité est bien au-delà de l'image qu'on pouvait en avoir de Paris. Vous avez vraiment la chance d'être dans un site tout à fait remarquable et l'accueil est à la hauteur de la beauté de ce site. Donc je vais vraiment remercier Madame Hill et puis Elisabeth Giraud-Barrault. Je voulais aussi remercier le professeur Franck Bellivier parce qu'il nous avait aussi entretenu de ce thème lors de la journée scientifique que nous organisons à Paris pour la clinique de Garches. Et il m'a autorisé à utiliser quelques-unes de ces diapositives, donc j'en suis très gré. Alors, la double peine, je vous ai dit que j'allais m'en expliquer. Alors effectivement, ici on est en pleine lumière, mais quand on a une maladie, on est affecté, on est peiné, et quand on en a deux qui s'associent fréquemment, eh bien, on est doublement peiné. On a aussi la peine de souvent notre entourage. Vous voyez qu'il y a deux personnes sur cette image. Et puis, il y a aussi le labeur, la peine des soignants que nous sommes, quand nous sommes confrontés aussi à deux problèmes qui s'additionnent, qui se compliquent l'un l'autre. Et on va voir pourquoi et essayer de donner quelques clés de réponse. Alors une deuxième image un peu plus verdoyante et heureuse, si je puis dire, qui convient mieux à notre environnement ici, c'est celle d'un arbre qui cache une forêt, qui cache d'autres arbres, parce que selon que l'on est, je parlais tout à l'heure avec notre deuxième intervenant, qui lui est neurologue au départ, le professeur de Mathéis, que selon notre point de vue, quand on est psychiatre, neurologue, addictologue, gastro-entérologue, eh bien on va appréhender les difficultés d'une personne par notre spécialisation et souvent on va oublier, on va éluder une autre dimension. Et dans le cadre qui est le nôtre, celui de la psychiatrie, et particulièrement dans les troubles bipolaires, c'est une grosse erreur parce que cette association entre les addictions et les troubles bipolaires est extrêmement, extrêmement fréquente. Alors, juste quelques mots de généralité sur les troubles bipolaires. Vous savez que c'est une pathologie qui est malheureusement fréquente. On estime à 2 à 3% de la population en moyenne, donc c'est-à-dire pour la France, vous voyez, 1,5 million de personnes. C'est une pathologie qui est cyclique, c'est une de ses caractéristiques majeures, donc qui est une alternance aléatoire de phases pathologiques et qui évolue dans le temps. Alors, on en dira deux mots d'ailleurs. Nos collègues américains pensent que les premiers symptômes et les premiers épisodes peuvent se manifester dès l'enfance, au sortir de l'adolescence. En Europe, on a encore une vision un peu plus classique, on a du mal je dirais, à le dépister ou à le reconnaître, mais classiquement, effectivement, c'est une maladie qui débute entre 18 et 25 ans, même si, et ça on en a parlé tout à l'heure, le développement de la psychiatrie du sujet âgé nous montre qu'il y a aussi des formes à début plus tardif. En tout cas, c'est une maladie qui est active tout au long de l'existence, et c'est un des enjeux d'ailleurs pour les patients qui en souffrent au niveau d'acceptation extrêmement complexe, parce qu'une maladie qui évolue par crise, entre les crises on va quand même, généralement on va mieux, mais pour autant, après 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans de stabilisation, la maladie est toujours présente de manière sournoise et sous-jacente, et c'est un des enjeux de sa prise en charge sur le long terme. C'est une pathologie qui est malheureusement sévère, puisque, en tout cas en France, vous savez que les chiffres du suicide n'ont malheureusement pas baissé ces dernières décennies. Et malheureusement, on estime que 7 à 10% des patients qui souffrent d'un trouble bipolaire vont mourir encore par suicide aujourd'hui, ce qui est un risque à peu près 20 fois supérieur à celui de la population générale.
Ce n'est pas la pathologie psychiatrique la plus mortelle, puisque ça reste malheureusement l'anorexie mentale qui reste avec le taux de suicide le plus élevé. Mais ceci étant, vous voyez, c'est quand même extrêmement important, avec près d'un patient sur deux qui va faire au moins une tentative de suicide au cours de son existence. Alors, c'est une pathologie où le risque de rechute est extrêmement élevé. Je ne reviens pas là-dessus. Donc, une pathologie extrêmement invalidante. Vous voyez, elle est classée dans les 10 premières causes de, de- de handicap par l'Organisation mondiale de la santé, avec un coût personnel qui est extrêmement élevé. Vous voyez, c'est la deuxième partie de la diapositive, à peu près 10 ans d'espérance de vie en moins, dont 12 ans de vie en bonne santé, et puis un retentissement de l'ordre estimé de 15 à 20 ans sur le fonctionnement, alors c'est pas un très beau terme, le fonctionnement, mais enfin en tout cas, disons la qualité de vie personnelle, au travail, social, relationnel, qui va être entamée, affectée par cette pathologie bipolaire. Et puis bien sûr, il y a un coût indirect, un coût financier considérable, en sachant que le coût financier est beaucoup plus important quand les troubles bipolaires ne sont pas pris en charge. Les conséquences de la maladie quand elle n'est pas prise en charge, c'est pas les soins qui coûtent cher, enfin bien sûr ils ont un coût, mais vous voyez le coût médicamenteux c'est moins de 1% du coût total, donc c'est vraiment dérisoire. Par contre les coûts indirects, c'est-à-dire en termes d'arrêt de travail, de conséquences psychosociales, il est extrêmement lourd. Vous voyez, ça c'est une étude qui avait été faite au Royaume-Uni, elle avait été estimée tous les ans vous voyez, à 2 milliards de livres sterling, ce qui est quand même assez considérable. Alors, une autre caractéristique de la maladie bipolaire, c'est que c'est la pathologie mentale la plus souvent associée aux addictions, avec des chiffres qui sont, vous voyez, qui parlent d'eux-mêmes, avec un risque augmenté de, vous voyez, 5 à 6 fois par rapport à la population générale, et le double par rapport aux autres pathologies psychiatriques, c'est-à-dire de souffrir d'une addiction quand on a un trouble bipolaire. Alors, il y a eu une méta-analyse assez récente qui a montré que, vous savez, il y a deux grands types de troubles bipolaires. Le trouble bipolaire de type 1, où il y a la présence de crises maniaques donc sévères, des crises d'excitation qui requièrent l'hospitalisation, et le trouble bipolaire de type 2, où là, prédominent surtout les dépressions et des phases d'excitation modérée qu'on appelle hypomanie. Eh bien, cette méta-analyse qui a été réalisé par nos amis australiens Jean Mali, montre que dans les deux formes de troubles bipolaires, la prévalence des addictions serait la même. Donc il n'y aurait pas de distinction entre le trouble bipolaire de type 1 et le trouble bipolaire de type 2. Je profite pour dire au passage que 2, ça ne veut pas dire que c'est moins grave que le trouble bipolaire de type 1. Parce que souvent les patients nous disent, oui, on dit que j'ai un type 2, mais le retentissement dans ma vie, il est énorme. Voilà, c'est uniquement une distinction, je dirais, didactique, mais qui n'a rien à voir avec la sévérité des formes en elles-mêmes. Par ailleurs, les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire sont les personnes qui ont parmi les personnes qui ont des pathologies mentales, qui ont le taux de tabagisme le plus élevé et le taux de sevrage en tabac le plus faible. Alors là, il n'y a pas encore beaucoup d'études, mais quand même quelques-unes. Concernant les addictions non médicamenteuses, les patients bipolaires sont extrêmement sujets aux addictions comportementales, notamment aux jeux pathologiques, au gambling. Vous voyez, un patient bipolaire sur 10, avec des fluctuations au cours des phases pathologiques, mais qui serait sujet aux jeux d'argent, avec notamment tous les jeux auxquels on peut jouer maintenant sur Internet, avec les troubles du sommeil fréquents, donc les insomnies, etc. On a beaucoup de patients qui passent parfois des nuits à jouer malheureusement sur ce genre d'applications et de sites. Alors, quelle substance? Donc ça, c'est un camembert de mon ami Franck Bellivier. Je voulais vous dire qu'il est un peu trop fait parce qu'il il est un petit peu ancien, il a 16 ans. Donc, mais les chiffres n'ont pas beaucoup évolué. Du temps de Kraepelin, donc à la fin du 19e, Kraepelin disait que plus d'un patient maniaco-dépressif sur deux souffrait d'un problème d'alcool. Bon, là, dans le camembert, on nous donne 33%. Effectivement, dans les études, c'est aujourd'hui 40, 50%. Ça varie un petit peu selon les pays. La part qui augmente, c'est celle du cannabis. Là, vous voyez, c'est chiffré à 16%. Ici, dans cette étude qui est depuis en 2001, on est entre 20 et 30%, avec évidemment une prévalence plus forte chez les sujets jeunes. Et puis, vous voyez les autres substances, cocaïne, psychostimulants, et puis un développement aujourd'hui des catinones, je ne sais pas si on en parlera au cours des autres interventions, qui est aujourd'hui importante. Alors, quels sont les facteurs de risque pour une personne qui souffre d'un trouble bipolaire pour développer une addiction?
Alors, ces facteurs de risque ont été vraiment reproduits et donc sont assez classiques. D'abord, il y a le sexe masculin. Vous savez que la maladie bipolaire, il y a malheureusement une parité, c'est-à-dire ça touche autant les hommes que les femmes, contrairement à la dépression. Mais quand on est un homme bipolaire, on a plus de risques qu'une femme de développer une addiction. L'addiction sera aussi plus fréquente si on a une forme de trouble bipolaire qui a débuté précocement, précocement, c'est-à-dire avant 21 ans. On aura également un risque plus élevé si on a une forme de trouble bipolaire assez active, donc assez sévère, avec beaucoup d'hospitalisation. Si on a une polarité maniaque prédominante, c'est-à-dire si on fait surtout des crises maniaques, ce qui est d'ailleurs le propre des hommes bipolaires, donc vous voyez qu'il y a des facteurs de risque qui se recouvrent. Et puis, si on a des antécédents de tentatives de suicide. Voilà, ça, ce sont vraiment les 5 facteurs de risque les plus importants qui peuvent nous alerter. Alors maintenant, si on prend les choses en amont ou en aval, hein, dans l'autre direction, c'est-à-dire quand on souffre d'une addiction, est-ce qu'on a un risque plus important de développer un trouble bipolaire? Eh bien, la réponse est oui, puisque un patient qui souffre donc d'une addiction à l'alcool, par exemple, a un risque, voyez, de 4,1 de développer un trouble bipolaire par rapport à une personne qui n'a pas d'addiction. Pour les addictions à des substances autres que l'alcool, le risque passe à 5 chez une personne bipolaire par rapport à une personne addicte. Alors donc, effectivement, il y aurait cette association, elle est troublante puisqu'elle elle est bidirectionnelle et elle pose des questions, je dirais, sur une physiopathologie possiblement commune. On verra un petit peu quelles sont les hypothèses tout à l'heure. Alors ça, c'est une étude réalisée par nos amis marseillais, l'équipe de Jean-Michel Azorin, justement pour explorer un petit peu cette double association. Et donc, ils ont réalisé une étude avec 1000 patients, vous voyez, bipolaires qui souffrent d'un trouble bipolaire de type 1 et par ailleurs souffrant d'une addiction, hein, donc la comorbidité, trouble bipolaire de type 1, addiction. Donc sur ces 1000 patients, il y en a la moitié, à peu près plus de 500, donc, qui souffraient d'une addiction à l'alcool. Donc ces patients bipolaires de type 1 qui avaient une addiction à l'alcool étaient le plus souvent des hommes. Ils avaient aussi plus souvent des addictions à d'autres substances et ils avaient plus souvent un tempérament hyperthymique ou irritable, hein, qui sont des prédispositions tempéramentales à la maladie qu'on retrouve souvent, mais pas toujours chez les patients. Et donc, parmi les patients qui avaient cette comorbidité, eh bien, ils ont distingué ceux qui avaient d'abord développé une addiction et puis ensuite un trouble bipolaire, ou inversement, qui avait commencé par un trouble bipolaire et puis qui s'était compliqué par l'addiction. Donc là, en l'occurrence, ils ont étudié les addictions à l'alcool. Donc pour les patients qui avaient d'abord l'addiction à l'alcool et puis qui ont secondairement développé un trouble bipolaire, il s'agissait globalement de patients plus âgés, qui avaient plus de comorbidités anxieuses somatiques, plus d'addiction à des sédatifs, qui avaient une maladie bipolaire qui s'exprimait au départ plus sur un versant dépressif, et qui avaient plutôt un tempérament irritable. Alors qu'à l'inverse, les patients qui avaient d'abord développé un trouble bipolaire de type 1 et qui s'est secondairement compliqué par une addiction à l'alcool, ils avaient un tempérament plutôt hyperthymique, c'est-à-dire jovial, entreprenant, dynamique, etc. Ils consommaient plus de psychostimulants. Ils avaient une maladie bipolaire qui se caractérisait plutôt au début par une polarité maniaque prédominante et ils étaient plus jeunes que le premier groupe de patients. Donc un profil un petit peu distinct selon qu'on commence par l'une ou l'autre des pathologies. Alors, quelles sont les hypothèses de physiopathologie? Alors, il y en a une qui fait florès, ou en tout cas qu'on aime bien mettre en avant, c'est celle d'une possible automédication, j'ai entre guillemets, parce que les patients bipolaires réaliseraient par eux-mêmes, si je puis dire, en recourant à des substances psychoactives que sont ces substances toxiques. Alors, bon, c'est vrai que du côté des usagers, du côté des soignants, on met souvent en avant cela. Bon, les études tentent à montrer que c'est peut-être pas tout à fait vrai, puisqu'au fond, pendant une crise maniaque, c'est vrai que les patients ont tendance à faire des crises de potomanie et donc éventuellement de boissons alcoolisées, mais seulement, vous voyez, un patient sur 4, donc ce n'est pas tous les patients en crise maniaque qui vont augmenter leur consommation d'alcool. Pendant les phases dépressives, il n'y aurait pas d'augmentation, hein, de la consommation d'alcool chez les personnes qui ont une addiction à l'alcool et qui sont par ailleurs bipolaires. Et puis les études de neuropsychologie ont montré que finalement les motivations chez les patients bipolaires pour consommer de l'alcool ou une autre substance ne différerait pas
des motivations d'une autre personne qui serait indemne d'un trouble bipolaire et qui aurait par ailleurs une addiction. Autre hypothèse, c'est que la substance psychoactive serait un révélateur, et ça on le voit souvent, hein, d'une vulnérabilité cérébrale sous-jacente pour la maladie bipolaire. Donc en fait que la substance toxique serait le starter, moi je dis souvent le petit morceau de zip dans le barbecue qui fait que malheureusement les choses s'embrasent. Alors ça c'est vrai notamment avec le cannabis chez les sujets jeunes, on le voit très bien, qui ont une prédisposition à la maladie bipolaire et qui vont déclencher leur maladie et l'aggraver s'ils poursuivent leur consommation de cannabis. Ensuite, est-ce qu'on peut considérer troisième hypothèse, que l'utilisation de substances, que l'addiction est un des symptômes de la maladie bipolaire? C'est très fréquent, certes, mais tous les patients bipolaires ne développent pas d'addiction à des produits. Probablement que c'est autour de la dimension de l'impulsivité, dont on dira un petit mot tout à l'heure également, que cette hypothèse pourrait s'articuler. Impulsivité qui est commune à la maladie bipolaire et qui est fréquente en cas d'addiction. Maintenant, sur les études plus fondamentales, il y a l'hypothèse de la dérégulation de la voie de la dopamine, hein, qui est avancée, vous savez, avec le circuit de la récompense. Peut-être que mon collègue tout à l'heure en parlera dans les addictions. Et dans la maladie bipolaire, il est aussi fort probable qu'il y ait une dérégulation de la voie dopaminergique qui s'emballe dans les phases d'excitation et au contraire qui se déprime dans les moments de dépression. La comorbidité anxieuse qui est fréquente fait dans les addictions comme dans la maladie bipolaire fait aussi mettre en avant une possible dérégulation de la voie GABAergique. Par contre, les études sur les facteurs génétiques partagés entre les deux maladies n'ont pas donné vraiment d'éléments très, très convaincants pour un socle génétique commun, si je puis dire, entre les deux maladies. Alors maintenant, si on prend les choses sur un plan du neurodéveloppement, je vous disais tout à l'heure que nos amis états-uniens essentiellement étudient beaucoup les descendants, hein, donc les enfants de personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire et leur devenir et la survenue éventuellement de troubles bipolaires chez les enfants ou les petits-enfants. Et dans ces études de cohorte, donc ils ont pu mettre en évidence des formes assez précoces de troubles bipolaires, infantiles ou juvéniles. Et vous voyez, donc là, ça c'est une étude qui a identifié 68 adolescents bipolaires de 13 ans de moyenne d'âge. Ils ont suivi sur 5 ans. Et sur 5 ans, ils ont observé un taux d'addiction qui s'est développé chez un patient sur 2. Contre 26% dans le groupe contrôle, avec un taux de tabagisme, vous voyez, de 50% également. Donc c'est des chiffres qui ont été retrouvés, alors c'est une toute petite série, mais qui a été publiée récemment, donc je voulais mentionner une série américaine aussi, chez 9 adolescents, donc un tiers, 3 qui sont devenus addicts à l'alcool. Et donc, est-ce qu'il y aurait des prédispositions, un biomarqueur, hein, chez des sujets bipolaires adolescents, enfants, qui les prédisposeraient à développer une addiction? Il y a une étude d'imagerie cérébrale qui vient aussi d'être publiée, qui a montré, vous voyez, on a suivi une trentaine d'adolescents, ça a été fait par Harvard, cette étude, sur 6 ans. Et donc, parmi les ados qui ont développé une addiction secondairement, au départ, on a remarqué que chez les filles, elles avaient un volume de substances grises qui était diminué dans les régions qui régulent les émotions, c'est-à-dire les régions préfrontales et temporales internes. Et chez les garçons, les ados bipolaires qui ont développé une addiction, eux, c'était dans les régions exécutives, des fonctions exécutives, que le volume de substances grises était diminué. Alors bon, ce n'est qu'un résultat, c'est une seule étude, mais enfin bon, l'idée c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'au fond, très précocement, quand il y a un trouble bipolaire, les enfants, les adolescents sont significativement plus exposés à l'addiction, aux addictions que les autres. Alors,
Bon, sur un plan, je dirais plus de dimension plus psychologique, effectivement, c'est un cercle. Il est vicieux mon schéma parce que effectivement, on voit pas on le voit pas le cercle, parce qu'effectivement, les flèches sont en noir sur fond noir, mais il faut me croire sur parole. De toute façon, vous êtes soignant pour la plupart et vous savez que malheureusement l'association est fréquente autour effectivement de cette dimension d'impulsivité. Je trouve que alors l'impulsivité, on a tous une dimension impulsive plus ou moins prononcée. Pour les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire, elle va s'exprimer, cette impulsivité, de manière excessive pendant les phases d'excitation, aussi pendant les phases de dépression, avec une dépression qui peut être plus irritable ou avec une dimension mixte, mais également entre les épisodes, hein, entre les crises, avec souvent une incapacité à différer une décision ou un passage à l'acte, même une chose banale. Il y a une tendance à l'immédiateté qui est beaucoup plus forte chez une personne qui souffre d'un trouble bipolaire, même quand son trouble est bien stabilisé. Et alors peut-être que cette dimension-là, hein, cette difficulté à différer, à planifier, peut, je dirais, faire glisser plus facilement vers la perte de contrôle dans la consommation d'une substance et passer de la simple consommation raisonnée, si je puis dire, à la perte de contrôle et à l'addiction, avec un cercle vicieux effectivement qui va s'installer entre les deux maladies de manière assez rapide. Alors, maintenant, les conséquences des addictions sur la présentation, si je puis dire, du trouble bipolaire, ou en tout cas les symptômes dont va souffrir la personne bipolaire, sont assez bien connus maintenant, hein, depuis des années. Donc en gros, quand on a un trouble bipolaire et qu'on souffre d'une addiction, eh bien, on aura plus de symptômes mixtes, c'est-à-dire de symptômes qui associent ceux de la série dépressive et ceux de la série maniaque. Ça, c'est surtout vrai pour l'addiction à l'alcool. Les symptômes maniaques seront plus fréquents, plus sévères en cas de consommation de cannabis. On a eu plusieurs fois à la clinique, donc à Garches, c'est comme ici chez vous, c'est une clinique en milieu ouvert, mais des cas de manie furieuse, hein, vous savez, donc c'est l'agitation maximale, hein, que peut présenter un sujet maniaque. Et dans les 2 ou 3 cas que nous avons eus, c'était des patients qui par ailleurs malheureusement continuaient à consommer du cannabis pendant l'hospitalisation, et malgré des taux plasmatiques de lithium, de valproate qui étaient satisfaisants, ils avaient des agitations classiques majeures, et à chaque fois, ça a été des cas de consommation de cannabis. Donc je crois que le risque maniacogène du cannabis est vraiment très très important, et en termes d'éducation thérapeutique, surtout chez les sujets jeunes, où comme vous le savez, la consommation de cannabis est malheureusement très fréquente, c'est un enjeu très très important. Alors après, quelle que soit, ça c'est vrai, la substance, eh bien, il y a plus de cycles rapides. On parle de cycles rapides, je vous rappelle qu'il y a plus de 3 cycles par an. Plus d'associations d'addiction entre elles. Bon, l'impulsivité, j'en ai parlé. Le risque suicidaire est augmenté. C'est vrai, bien sûr, avec l'alcool, mais c'est vrai avec les autres produits. Le déclin cognitif est à long terme, et puis je dirais les symptômes résiduels cognitifs après chaque épisode sont plus prononcés quand il y a un abus de substance. Les comportements violents, je viens d'en parler avec la manie furieuse, sont plus fréquents. Il y a une étude aussi là qui vient de sortir là-dessus. Voilà. Alors, du coup, je l'ai mis en rouge. Les conséquences, évidemment, c'est que les patients sont plus souvent hospitalisés quand ils souffrent par ailleurs d'une addiction. Le pronostic fonctionnel, hein, c'est-à-dire que la qualité de vie relationnelle, au travail, etc., est altérée. Et puis, l'aspect médicamenteux, je dirais, il est intéressant, intriguant, c'est-à-dire que, et notamment sur le lithium, parce qu'il y a beaucoup de papiers qui traînent en disant que quand il y a une addiction, la réponse au lithium est moins bonne. Mais quand on a une addiction, les rythmes se dérèglent d'autant plus. Enfin, une espèce de dérèglement exponentiel, là, du rythme veille-sommeil, des rythmes des repas, etc., des prises de traitement. Et effectivement, moi je suis un grand, si je puis dire, défenseur du lithium, mais je crois que c'est plutôt la mauvaise observance qui est beaucoup plus importante quand on a un problème d'addiction que l'aspect purement médicamenteux du lithium lui-même, ou d'une mauvaise réponse au médicament lithium. En tout cas, c'est clair que c'est un frein au rétablissement tout à fait évident.
Là aussi, un autre camembert, un petit peu ancien aussi, mais quand même assez explicite. Vous voyez que quand il y a cette association de maladie bipolaire et d'une addiction, eh bien, la personne va passer la moitié de sa vie en étant symptomatique, ce qui est quand même assez terrible, hein. Donc, essentiellement, vous voyez 30% de phases dépressives, 10% de phases maniaques, état mixte dans 5 à 10% des cas. Et puis, alors, les semaines sans symptômes entre guillemets, parce que aujourd'hui, on accorde beaucoup d'importance, et j'en dirai un mot aussi dans les prochaines diapositives, sur ce qu'on appelle les symptômes résiduels ou les symptômes intercritiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui persiste entre les crises. Et il persiste souvent beaucoup de choses, beaucoup de symptômes qui viennent justement altérer la qualité de vie, sur lesquels nous, médecins, on ne faisait pas trop attention. On avait l'impression que, bon, voilà, on avait soigné la dépression, on avait soigné l'état maniaque ou l'hypomanie, bon, on avait fait le job, et puis après, vogue la galère. Et aujourd'hui, bon, et notamment à la demande des patients et des associations, on est beaucoup plus attentif à ces symptômes résiduels qui sont d'ordre cognitif, mais aussi d'ordre vraiment thymique, et dont la prise en charge, pour le coup, ne va pas relever que des approches médicamenteuses, mais aussi des thérapies complémentaires, et notamment une thérapie cognitive et comportementale, la pleine conscience, la remédiation cognitive. Et c'est là-dessus que le gain, si je puis dire, de qualité de vie va se faire. Donc tout ça pour dire que ces 53% de semaines sans symptômes ne sont pas vraiment sans symptômes si on y regarde de près. Alors, un des symptômes intercritiques dont souffrent les patients bipolaires entre les crises, c'est l'instabilité émotionnelle, la réactivité émotionnelle qui reste plus importante que chez le tout à chacun. Et donc là, c'est une étude franco-norvégienne qui a été réalisée donc autour justement de l'évaluation de cette labilité émotionnelle entre les épisodes. Et donc, vous voyez, près de 400 patients avec une échelle qui évaluait 3 dimensions, donc soit le versant anxiété-dépression, soit la colère, soit le passage de la dépression à l'excitation. Et chez les patients bipolaires qui souffraient d'une addiction à l'alcool, vous voyez que les 3 dimensions étaient augmentées, hein, donc la stabilité émotionnelle était bien plus prononcée. Et pour, comme je vous disais tout à l'heure, les patients qui avaient une addiction au cannabis, eh bien là, c'était la dimension passage de dépression vers l'excitation qui était significativement augmentée. Alors, en termes de pronostic, malheureusement, les addictions vont aggraver le pronostic du trouble bipolaire. Vous voyez que là, c'est une étude qui a été réalisée sur 2 ans. Eh bien, il y a un plus faible taux de rémission chez les patients bipolaires qui consomment du cannabis par rapport aux patients qui n'en consomment pas. Pour les patients qui ont une double addiction cannabis-alcool, le risque suicidaire est augmenté et le risque de suicide abouti, hein, ça vient aussi d'être publié. C'est une étude sur des dossiers qui a été réalisée par nos collègues danois, qui a montré que le risque de suicide abouti chez les patients bipolaires qui sont addicts à l'alcool est vraiment beaucoup plus élevé que les patients bipolaires non addicts. Et si on prend cette dimension de la mortalité d'un point de vue beaucoup plus général, c'est-à-dire mortalité qui comprend bien sûr le risque suicidaire, mais aussi les pathologies somatiques, eh bien, ça c'est une autre étude là, qui a été publiée dans Lancet Psychiatry, qui montre que ce ratio qui a été calculé de mortalité chez un patient bipolaire qui a une addiction à une substance, vous voyez, il est très significativement augmenté, hein, 6,47 par rapport à une personne bipolaire qui n'a pas de comorbidité addictive associée, hein, c'est le double, hein, donc un risque de surmortalité doublé quand on a une addiction. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, on a du mal à penser que, enfin en tout cas j'ai du mal à penser personnellement que le lithium soit moins efficace si on a une addiction à une substance. Ceci étant, il est aussi tout à fait compréhensible, et notre collègue pharmacologue nous en dira peut-être un mot tout à l'heure, qu'il y a une interaction, enfin des interactions évidemment entre ces substances psychoactives et les mécanismes d'action des traitements psychotropes, et que effectivement les réponses puissent être altérées. En tout cas, ça c'est une étude un petit peu ancienne, mais qui est intéressante, je trouve, qui montre qu'un patient bipolaire qui a une addiction à une substance, son risque de manie induite donc par les antidépresseurs ou par d'autres substances comme les corticoïdes, eh bien, il va être multiplié, voyez, par 7, ce qui est considérable, ce qui montre bien que
la substance addictogène va déstabiliser davantage encore le système de neurotransmission chez les patients bipolaires et activer considérablement la maladie. Alors, dans ce contexte, j'en viens au versant thérapeutique, en tout cas médicamenteux. C'est vrai qu'on a tendance à recourir peut-être plus facilement aux anticonvulsivants, avec toujours cet arrière-fond que peut-être le lithium serait moins efficace. Aussi parce que c'est vrai que notamment le valproate et ses dérivés, avec tous les bémols que l'on sait aujourd'hui chez les femmes en âge de procréer, mais à une dimension sédative et donc sur le contrôle de l'impulsivité qui peut être intéressant. Donc, bon, voilà, il y a aussi, je vais vous en parler, quelques papiers qui viennent de sortir sur la lamotrigine. Vous connaissez aussi le topiramate dans certaines indications de l'addiction à l'alcool. En tout cas, c'est sûr que les anticonvulsivants, enfin, ceux-là ont une place aujourd'hui importante dans la prise en charge du trouble bipolaire et peut-être plus encore quand on a une addiction associée. Pourtant, force est de constater que dans les recommandations, en tout cas les fameux guidelines, il y a finalement assez peu de choses sur des recommandations très précises sur les lignes de traitement utilisées en première, deuxième ou troisième intention. Pourquoi ? Parce que la plupart des guidelines, vous savez, sont réalisées à partir d'études randomisées contrôlées. Dans ces mêmes études, on a exclu les patients bipolaires qui avaient des comorbidités et donc exclu les patients bipolaires qui avaient des addictions. Et donc, on n'a pas de données, en tout cas pas de données dans ce type d'études qui sont intégrées dans les guidelines. Donc finalement, on est assez démunis en termes de recommandations. Enfin là, je vous ai listé dans les deux recommandations les plus récentes sur les troubles bipolaires, celle du Royal College of Psychiatrists d'Australie et celle du Canada, ce qu'il est dit sur le traitement médicamenteux d'un trouble bipolaire associé à une addiction. Donc en ce qui concerne l'alcool, voilà, l'association lithium-valproate avec des interventions psychosociales dans toutes les thérapies, psychoéducation, à la fois sur le trouble bipolaire et sur l'addiction, montre un résultat supérieur à chacune des approches utilisées individuellement, c'est-à-dire valproate seul, lithium seul ou sans interaction psychosociale. Deuxièmement, les essais sur la kétiapine n'ont pas donné de résultats, donc positifs, en tout cas significatifs, donc ils n'ont pas été retenus dans les recommandations. La British Association of Psychopharmacology recommande, donc en association au stabilisateur de l'humeur pour la dépendance à l'alcool, en première intention le naltrexone, et qui avait montré une tendance statistique seulement supérieure au placebo, pas résultat significatif, mais uniquement une tendance, et en cas d'échec de naltrexone, le recours à l'encomprosate. Par contre, l'ensemble des guidelines insistent sur l'intérêt des thérapies cognitives et comportementales dans cette double pathologie. Concernant les troubles bipolaires associés à une addiction à la cocaïne, donc, pour la lamotrigine, il y a un essai randomisé contrôlé contre placebo qui a montré son intérêt dans la réduction de la consommation de cocaïne. Par contre, pas sur la stabilisation de l'humeur. Ça n'a probablement pas été fait sur une durée suffisante. Ensuite, il y a eu également un essai randomisé contrôlé avec 80 patients sur 20 semaines, c'est déjà mieux que rien, qui a montré un intérêt sur la réduction du craving de l'association, de kétiapine et risperidone. Il y avait deux bras, donc l'un et l'autre ont été efficaces sur la réduction du craving. Et là encore, les thérapies cognitives et comportementales sont recommandées quand on a une association addiction cocaïne et troubles bipolaires. Je vais vous presser un peu, monsieur Masson. J'ai presque terminé. Super. Jeu pathologique, donc je vais arrêter de presser sur le bouton. Parfait. D'accord. Donc sur les jeux pathologiques, voilà, le lithium, donc il y a eu un essai contrôlé contre placebo qui a montré une réduction de l'impulsivité aux jeux pathologiques chez les personnes bipolaires. Voilà, donc j'en arrive à ma conclusion. Donc vous me direz, ce sont des choses de bon sens, mais j'espère que l'ensemble des diapositives et de ce que j'ai pu vous dire vous a convaincu de cela. Chez toute personne bipolaire, il faut rechercher une addiction. Et je peux vous dire que depuis plus de 10 ans où j'ai monté à Garches une consultation pour patients bipolaires, je me fais toujours avoir. Donc je crois qu'il faut se le rappeler à soi-même.
C'est-à-dire que parfois, c'est au bout de 3-4 ans seulement je me rends compte que ce patient que je pense connaître sur le bout des doigts, il a une addiction au jeu, il a une addiction à ceci, une addiction à cela. À l'inverse, je me suis fait aussi bien des fois avoir, puisqu'on est comme chez vous, une clinique de psychiatrie générale, en prenant en charge un patient qui avait une dépendance à l'alcool. Et puis il était sympa, donc je dis bon, je vais le suivre et tout. Bon, puis je me suis rendu compte que 2 ans après, c'était un vrai bipolaire et que j'étais passé complètement à côté. Voilà. Donc bon, vraiment, je crois que c'est des règles d'or. Il faut savoir se remettre en question avec le temps. On a la chance, si je puis dire, de pouvoir suivre nos patients longtemps, donc on peut aussi rectifier nos erreurs. Et le mieux, c'est de faire le plus tôt possible. Rechercher un trouble bipolaire chez les ados qui ont des problèmes d'addiction, ou en tout cas rechercher des facteurs prédictifs de bipolarité, c'est-à-dire les antécédents dans la famille, les troubles du sommeil précoce, éventuellement recourir au centre expert pour un screening plus approfondi. Je crois que parce que le trouble bipolaire, plus on le prend en charge précocement, meilleur sera le pronostic. Ensuite, un autre aspect, c'est vraiment le travail en binôme ou en polygone, enfin ça dépend de la géographie des équipes, mais entre psychiatre et addictologue, je crois que c'est vraiment capital. Et d'ailleurs, les patients s'y repèrent très bien entre ce qui est effectivement la prise en charge de leur trouble bipolaire, de leur addiction, et quand il y a une bonne interaction, une bonne synergie entre leurs intervenants, c'est très rassurant et c'est très porteur pour eux. Et puis l'intérêt de la psychoéducation. Je crois que à la fois, parce que c'est un des aspects, je trouve, j'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais de sévérité, c'est-à-dire que déjà d'accepter qu'on a un trouble bipolaire, on se rend compte chez des sujets jeunes que ça prend 3, 4, parfois plus, 5, 6 ans, parce que c'est pas évident de l'intégrer, qu'on a une pathologie cérébrale, qu'on va devoir prendre un traitement toute sa vie, qu'on va devoir avoir une hygiène de vie, etc. Et la problématique addictive, par définition, est une pathologie où le déni et la difficulté à reconnaître son trouble est presque au cœur du problème. Donc l'intrication des deux, je pense que ne peut que nous inciter à développer au maximum cette démarche de psychoéducation et bien sûr travailler sur la motivation et l'abstinence. Je vous remercie pour votre attention. Parfait, merci. Merci beaucoup, M. Masson. Donc on l'a bien compris, il s'agit vraiment d'une vraie double peine. Et en même temps, la complexité du parcours de soins est assez évidente. Quelques questions après ce très beau état des caisses, ce très bel état des connaissances. Oui, c'est par Merci de rapport vous à... présenter peut-être, Oui, monsieur. alors Jean-Marc Gallo, psychiatre libéral. Oui, par rapport à l'hyperréactivité émotionnelle, il semblerait qu'elle soit quand même constante. Il y en a qui considèrent même que on pourrait le considérer comme un endophénotype, c'est-à-dire qu'on le retrouve chez les apparentés, etc. Absolument, oui, tout à fait. Ça, les études d'imagerie l'ont bien montré. Ouais. Oui, tout à fait. C'est comme si c'est le dysfonctionnement de base et qui va prédisposer à l'enflammement du système. Alors, il est présent chez les apparentés qui ne vont pas développer la maladie. Il est présent avant que la maladie se déclenche. Il est présent aussi quand la maladie est bien stabilisée, sauf chez certains patients ça devient un effet indésirable du lithium. Vous savez, on appelait ça avant le syndrome psychologique, espèce de lissage émotionnel intérieur dont se plaignent les patients d'ailleurs. Moi, généralement, j'ai une patiente comme ça, elle est écrivain, et puis qui est sous lithium, elle n'écrit plus. Alors, je suis très embêté, parce que bon, c'est sa vie d'écrire. Donc, en même temps, elle ne fait plus de crise, et en même temps, elle n'écrit plus. Donc, voilà. Et heureusement, c'est rare, mais on le décrit. Donc, effectivement, la plupart du temps, l'hyperactivité émotionnelle persiste toute la vie. Oui, j'ai l'impression qu'elle existe toujours. Tout à fait. Et que finalement, les bipolaires sont rarement vraiment euthymiques. C'est un mythe, l'euthymique. Ouais, c'est un mythe. Puis j'avais une deuxième question très rapide. J'avais lu dans l'EMC fait par, je ne sais plus qui, Renaud de Beaurepaire, je crois, où il disait, par rapport au trouble bipolaire, que l'hypertrophie amygdalienne serait un facteur prédictif assez important de révélation de la maladie bipolaire chez l'adulte. Oui, je vous dis ce que j'ai lu. Oui, bien sûr, bien sûr. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur... Alors en fait, les études d'imagerie sont plutôt fonctionnelles maintenant qu'anatomiques. Là, je pense que Renaud de Beaurepaire se réfère à des études de neuroimagerie anatomique. Et là, il y a eu un peu tout et son contraire sur l'amygdale, plus grosse, plus petite, avant le début de la maladie, après... bon. Mais aujourd'hui, on est plus dans une pathologie de circuit, de réseau qui dysfonctionne avec
On a parlé du volume de substance grise qui, globalement, il est normal. Il peut être atrophié dans certaines régions, contrairement à la schizophrénie, où il y a une diminution du volume de substance grise globale. On n'a pas ça dans la maladie bipolaire, mais on peut avoir certaines régions en substance grise qui sont plus atrophiées. Et puis aussi des anomalies dans la substance blanche, donc dans le câblage neuronal, entre les régions temporale interne et préfrontale. Ça, il y a quand même pas mal d'images. Donc en gros, il y aurait un dysfonctionnement mais finalement, préfronto-limbique. c'est pas très spécifique, puisqu'on le retrouve un peu dans la schizophrénie. Ça. Oui, dans la schizophrénie, il y a aussi d'autres paramètres. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas spécifique, mais en tout cas, c'est très répliqué. Et ces anomalies, on les retrouve aussi chez des apparentés de bipolaires. Merci pour votre question. Autre question ? Non, c'était... Dans le fond, mademoiselle, peut-être. Là-bas, tout au fond. Une question gentille, Olivier. Donc Olivier Génier, addictologue. Tu parlais tout à l'heure d'abstinence et en addictologie, on parle de différents degrés d'usage des produits. Est-ce que quand il y a une maladie bipolaire, l'abstinence complète est exigée ou est-ce qu'on peut tolérer un usage ponctuel? Je pense que les patients font ce qu'ils peuvent et les psychiatres aussi. Mais je dirais que, en tout cas, tu vois, pour le cannabis, dans le cas de troubles bipolaires de type 1, moi, je travaille avec mes patients pour l'abstinence totale, parce que rares sont les patients bipolaires de type 1 qui, même avec une consommation ponctuelle de cannabis, ne vont pas réactiver leur maladie. Et pour l'alcool, on parle de ces deux produits parce que c'est quand même les plus fréquemment utilisés, c'est pareil, hein, il est rare que la consommation, même ponctuelle, ils le disent d'ailleurs les patients, hein, s'ils ont pris 3-4 verres d'alcool, mais ne serait-ce que ça, ils ressentent une humeur différente le lendemain. Comme ils connaissent bien leur gradient émotionnel, ils arrivent très bien à l'évaluer. Donc effectivement, bon, si c'est supporté, en tout cas, c'est vrai que je vois bien avec nos collègues addictologues, hein, je comprends hein, cette dimension de retour à une consommation raisonnée et pas forcément une abstinence totale. Et quand même, quand il y a un trouble bipolaire associé, je pense que ça reste peut-être une indication pour encourager à l'abstinence totale en accompagnant effectivement le cheminement du patient. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à répondre oui. Autre question ? Oui. Je suis Pierre Laméran, je suis médecin de campagne en charge de temps en temps de jeunes délinquants en centre de rétention à distance, qui sont tous arrivés à l'acte violent qui les a conduits au centre de rétention dans un contexte sans doute d'excitation bipolaire. Et ils sont au 4/5e sous addiction. On leur balance par-dessus les grillages des tablettes de hashish et compagnie. Et ils sont donc, en tant que médecin, là je parle au secours de ces centres-là, au point de vue encadrement psychothérapique qui n'est pas fait et où on est, disons, absolument avec des appareils de débroussaillage, où on les occupe en allant une fois par semaine au cinéma, enfin des choses comme ça, qui n'ont rien à voir avec un vrai encadrement. Donc, ce n'est pas une question, c'est un appel au secours. Étendons notre action vers ces centres-là, ils en ont puissamment besoin. Merci pour ce témoignage, oui, effectivement. Merci monsieur, oui, effectivement, c'est un vrai problème. Autre question ou témoignage, une dernière question et ensuite nous allons passer à l'intervenant suivant. Bien. Merci monsieur Masson, merci, c'était très clair.